Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, nous allons parler des stablecoins en Europe et du règlement MiCA avec un message qui fait assez peur venant de Binance et ses aides qui remet les pendules à l'heure. On va aussi parler de Mt. Gox, le paiement des personnes qui ont de l'argent bloqué sur Mt. Gox depuis plus de 10 ans maintenant, ça vient encore d'être décalé. On va parler de Polygon, de Celo et de plein d'autres sujets. Tous les jours, je vous fais la synthèse des meilleures actualités crypto du jour. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche si vous êtes nouveau sur la chaîne. Au niveau du cours des crypto-monnaies, aujourd'hui, on est en baisse. Bitcoin, 26 500 $, moins 2%. Ether, quasiment moins 3%. BNB, moins 2,5%. Le marché fait une baisse à peu près de moins 2% globalement sur l'ensemble des crypto-monnaies. Alors, je voulais vous parler de Binance. Regardez, on a cet article de CoinDesk qui vient de sortir, qui dit en fait que Binance met en garde sur la disparition sur Binance, le delisting sur Binance de toutes les stablecoins suite à l'entrée en vigueur de MiCA. Et ça ne vient pas de n'importe où, cette information, ça vient d'un dirigeant chez Binance France, c'est Marina Partuiso, c'est la responsable juridique, directrice juridique chez Binance France, qui a dit en fait on est en train de se diriger vers un delisting total de tous les stablecoins d'ici le 30 juin, donc 30 juin 2024. Pourquoi ? Parce qu'en fait, suite à l'introduction de MiCA, il va y avoir un certain nombre de contraintes qui vont être mises sur les stablecoins. C'est quelque chose qui m'avait toujours inquiété moi sur le sujet, mais plus personne n'en parlait au bout d'un moment et je m'étais dit aussi que c'était peut-être hors de champ du MiCA, c'était que pour les stablecoins qui étaient utilisés en mode de paiement dans les magasins ou autres, parce qu'il était dit en fait qu'il allait avoir un montant maximum de volume pour les stablecoins au-delà duquel il faudrait avoir une autorisation pour pouvoir être listé sur les exchanges qui respectent MiCA, qui sont concernés plutôt par MiCA. Donc là, elle a fait cette déclaration qui fait un peu peur en disant de toute façon actuellement en fait il n'y a aucun stablecoin qui est autorisé et du coup d'ici le 30 juin il y en aura peut-être plus du tout sur Binance et sur l'ensemble des exchanges qui respectent cette régulation. Et là, CZ est intervenu en disant non, c'est encore feu, donc il a mis le chiffre 4 qui dit à chaque fois qu'il y a des fausses rumeurs ou des fake news ou de la peur qui est créée par les médias. Et il a dit non, ça a été sorti de son contexte. Et en fait, il dit qu'ils ont des partenaires avec lesquels ils travaillent sur lancer des stablecoins euros et d'autres stablecoins qui vont être complètement respectueux de la réglementation en vigueur. Donc il n'est pas en train de nier complètement tout ça, il est juste en train de dire que oui, effectivement, d'ici, actuellement, il n'y en a pas, et ils sont en train de travailler pour lancer des stablecoins qui vont respecter MiCA d'ici 2024. Mais ça veut dire qu'on risque d'avoir quand même pas mal de changements. Si Tether n'a pas l'autorisation de garder l'USDT avec MiCA, que Circle n'a pas l'autorisation de l'USDC, ça veut dire qu'il devra sûrement partir sur d'autres stablecoins lancés par des acteurs européens ou des stablecoins spécifiques lancés par ces acteurs mondiaux, mais qui respectent MiCA avec les diverses réglementations, les divers plutôt garanties qui devront être apportées. Donc ça veut dire qu'il y aura pas mal de changements sur les exchanges qui respectent MiCA, potentiellement une liquidité fragmentée, on va plus avoir par exemple le dollar ou l'USDT accessible, enfin bon, ça risque un peu de compliquer les choses, on ne sait pas encore à quoi ça va ressembler, j'attends de voir tout ça, j'attends de voir les stablecoins qui vont être validés, espérons qu'il y ait de l'USDC, enfin plutôt de l'heure et même il y aura de l'USDC je pense aussi, mais bref, honnêtement pure spéculation, attendons de voir, mais pour l'instant, aucun stablecoin n'est autorisé sur les exchanges MiCA, donc on attend de voir maintenant, d'ici juin 2024, ce qui va se passer. Ensuite, je voulais vous parler, on va rester sur Binance d'ailleurs, avec quelque chose d'assez étrange qui s'est passé ces dernières heures sur le réseau Ethereum, avec les frais de transaction qui ont complètement explosé. Il y a eu vraiment un pic là au niveau des frais de transaction, le nombre d'adresses utilisées a augmenté, on est passé à 700 000 adresses et on peut voir en fait que les frais de transaction ont beaucoup augmenté. Regardez, aujourd'hui, il y a eu 530 Ethers de gaz qui a été utilisé. On peut voir des pics. Voilà, gas fee used le 13 septembre plutôt, excusez-moi, le 21 septembre, on a eu 530 Ethers utilisés. À quoi cela correspond? Ça correspond à Binance qui est en train de faire du nettoyage sur les adresses. Vous savez, quand vous envoyez de l'argent sur vos adresses Binance, c'est des adresses de dépôt, vous déposez de l'argent et ensuite cet argent n'est pas automatiquement rapatrié sur les hot wallets ou les cold wallets de Binance. Ils le font à fréquence plus ou moins régulière. A priori, ils attendent en fait que les frais d'Ether soient bas pour faire ce nettoyage et récupérer l'argent qu'il y a sur ces wallets. Et là, ils ont vu que les frais d'Ether étaient bas et du coup, ils ont fait cette petite bidouille interne, tambouille interne qui normalement est transparente pour les utilisateurs. Sauf que là,
On ne sait pas ce qui s'est passé. Est-ce que leur script qui permet de réaliser toutes ces opérations est défaillant ou pas? Ou en tout cas, il y a eu quelque chose qui n'allait pas, parce que bien que les frais Ether étaient très bas, suite au lancement de Binance de ce script ou de ce nettoyage des adresses de dépôt, eh ben ça a fait exploser le cours, enfin plutôt les frais de gaz sur le réseau Ethereum. Parce qu'en fait, c'est algorithmique. Quand il y a plus de 50% des blocs qui sont pleins, eh ben, les frais de gaz sur le réseau Ethereum augmentent de manière exponentielle jusqu'à venir aller taper sur des montants très élevés. Donc globalement, ce petit nettoyage de Binance leur a quand même coûté à peu près 1 million de dollars, 800 et quelques mille dollars. Donc c'est pas rien. Est-ce que c'est une erreur? Est-ce que c'est le coup du stagiaire qui a lancé quelque chose sans faire attention et en fait il y a eu un bug? On ne sait pas, mais en tout cas ils auraient clairement pu le faire mieux. Il n'y a pas besoin de faire ce nettoyage d'un coup. Ils auraient pu étaler ça sur plusieurs heures, sur plusieurs jours potentiellement, mais non, ils ont tout fait d'un coup. Après peut-être qu'1 million de dollars c'est rien pour Binance aussi et que limite c'est un coût négligeable. Je ne pense pas. S'ils auraient pu économiser ça, ils l'auraient fait. Ensuite, on va rester sur les exchanges et je voulais vous parler de Mt. Gox, l'exchange crypto historique qui permettait d'acheter du Bitcoin à l'époque, qui a été piraté. Et ben les utilisateurs, près de 10 ans après, ils sont en train de voir le bout du tunnel, mais il devait y avoir un remboursement pour les utilisateurs qui avaient de l'argent bloqué sur cette plateforme d'ici le 31 octobre 2023, c'était la deadline. Et là, en fait, cette deadline, elle vient de passer au 31 octobre 2024. Le liquidateur s'est expliqué en disant que ça veut dire que que la plupart des personnes recevront l'argent, on va dire, au cours de l'année 2024, c'est pas le problème. C'est juste que ça leur donne plus de temps et il y a un certain nombre de personnes qui n'ont pas fourni les informations à temps, ça demande aussi plus de choses pour faire ce remboursement. Du coup, il y a certaines personnes qui ont déjà fourni toutes les informations qui recevront les bitcoins avant la fin d'année 2023, mais voilà, beaucoup d'entre eux vous recevront bien plus tard. Limite tant mieux, ça veut dire qu'on n'aura pas cette libération massive de tokens Bitcoin sur le marché. Bitcoin et Bitcoin Cash d'ailleurs, il me semble. Cette libération ne va pas se faire d'un coup, il y aura une première partie fin 2023, il y aura ensuite le reste sur l'année 2024, tant mieux, il vaut mieux étaler ça sur le temps pour pas avoir, je sais pas combien d'utilisateurs, mais 100 000 utilisateurs qui reçoivent plusieurs milliards de Bitcoin d'un coup, et qui pourraient avoir tendance à les vendre par exemple, et ce qui pourrait impacter le cours du Bitcoin. Donc limite ça pour moi c'est plutôt une bonne chose, hein. Plus on étale le truc, potentiellement ensuite ça va nous faire arriver après le halving, donc espérons que le cours soit plus élevé du Bitcoin, c'est peut-être même une bonne nouvelle pour eux. Ensuite, on va revenir sur Ethereum et les solutions de niveau 2, Polygon, Celo. Il se passe des choses. Alors, il faut savoir que Celo, je vous en avais peut-être parlé, et c'était une blockchain de niveau 1 qui a fait une proposition, enfin là c'est en cours de discussion, pour se transformer en solution de niveau 2 sur le réseau Ethereum grâce à l'Optimism Stack, donc OP-Stack. C'est la solution de Layer 2 utilisée par Base aussi, c'est le SDK, c'est le code utilisé par Base aussi, et plusieurs personnes peuvent utiliser ce code, c'est complètement open source. Depuis, je vous ai fait la news sur Polygon qui a lancé le Chain Development Kit, c'est un concurrent de ce SDK de Base, et ils ont vraiment eu beaucoup de succès en ramenant plein de blockchains sur cet outil, tels que, j'en ai parlé aussi, Canto, il y a Astar, Immutable, IDEX, Palm Network, bref, un certain nombre de projets sont en train de migrer vers le projet de Polygon ou vers l'outillage fourni par Polygon. Et là, en fait, après que Celo ait fait la proposition de passer sur l'OP-Stack, on a le fondateur de Polygon qui est allé sur les forums de discussion de Celo pour faire une contre-proposition en leur proposant d'utiliser leur SDK, leur Polygon Chain Development Kit, et il a essayé de vendre cette solution en disant que c'était la meilleure. En gros, il est en train de dire c'est mieux que Optimism, venez chez nous, on a beaucoup de choses, on a une liquidité unifiée, l'avantage aussi, qui est vraiment fort chez Polygon, c'est qu'ils ont déjà la Polygon POS qui va migrer sur cet outillage aussi, et il y aura une liquidité unifiée entre toutes ces blockchains qui vont utiliser le Polygon CDK. Ça veut dire en fait que vous allez pouvoir lancer un trade sur la Polygon POS et ensuite le trade il pourra se réaliser sur la Polygon POS, mais il pourra aussi se réaliser sur les autres blockchains qui utilisent ce SDK. Donc c'est vraiment très bien pour éviter cette fragmentation de la liquidité. Et ce qui est une bonne chose. Polygon aussi, je pense qu'il travaille sur des choses similaires, mais il me semble pas qu'il y ait cette chose pour l'instant, même si ils ont une vision si similaire avec la Superchain, qui est quelque chose de très similaire.
Bref, les deux projets sont en train vraiment de se rapprocher au niveau fonctionnalité, OP-Stack et Polygon, enfin le Polygon CDK. Et là, il va y avoir une guerre. Il va y avoir une guerre entre ces deux gros projets pour attirer les projets vers eux. Et je pense que petit à petit, on aura peut-être un mercato en fait des projets crypto. On a vu avec Optimism qui a donné de l'argent à Base pour continuer qu'ils utilisent Optimism. Peut-être que Polygon, ça m'étonnerait pas qu'ils se mettent à payer, ça se trouve ils le font déjà, on n'en sait rien, mais qu'ils se mettent à payer les projets pour venir utiliser le Polygon CDK. On a vu qu'ils avaient déjà payé, ça on le sait, un projet NFT pour migrer de Solana vers eux. Donc c'est pas déconnant qu'ils fassent ce type de choses. Et voilà, limite, et qui est le gagnant de tout ça? Bah, c'est les divers projets, Polygon et OP. Plus ils ramènent de personnes, plus c'est mieux pour leur token. Et bien sûr, le réseau Ethereum qui est la base de tout ça. Au final, bah, tout ça, ça va être enregistré d'une manière ou d'une autre sur le réseau Ethereum, ou au moins sécurisé par le réseau Ethereum. Il y aura les smart contracts qui sont sur le réseau Ethereum qui vont permettre d'interagir avec ces blockchains. Donc bon, pour moi, gagnant Ethereum. Ensuite, si je voulais revenir sur les frais de transaction pour vous montrer en fait que Polygon, la ZKEVM, elle est toujours plus chère en fait en termes de swap que Optimism. Regardez, 50 centimes le swap alors que sur Optimism c'est 0,08 centimes le swap. Et c'est pour ça en fait que Polygon dans leur proposition, ils ne proposent pas d'utiliser une roll-up comme la Polygon ZKEVM, ils proposent d'utiliser un Validium. C'est quelque chose où il y a des frais de transaction très bas parce que les données sont même pas au final stockées sur le réseau Ethereum, sont stockées sur les validateurs du réseau Celo par exemple qui s'y viennent sur cette solution. Ensuite, j'ai vu une news passer d'un ancien employé qui se dit ancien employé de FTX, où il révèle en fait que le crash qu'il y a eu sur le Bitcoin le 21 octobre 2021 sur Binance US, le cours a fortement baissé, on est passé de 65 000 $ à 8 000 $ sur Binance US, et ben c'était causé par Alameda, et donc la société de trading de SBF, et à une erreur dans leur algorithme de trading. En fait, c'est même une erreur manuelle. Ils ont passé un trade, ils sont trompés sur là où il fallait mettre la virgule et sur le nombre, sur le prix du Bitcoin auquel ils sont prêts à vendre le Bitcoin. Et du coup, bah, Alameda a perdu une dizaine de millions de dollars sur le sujet. Depuis, ils ont mis en place des contrôles pour éviter tout ça. Mais voilà, ça montre un peu l'aspect Alameda où il manquait de contrôle sur un certain nombre de choses. Et c'est ce qui leur permettait, selon SBF, d'aller très rapidement, mais aussi d'avoir des gros problèmes. Ensuite, je reviens sur Optimism parce qu'ils viennent d'annoncer une vente de tokens de 162 millions de dollars. Pas sur le marché, heureusement, ça va être de gré à gré. Il y a 7 entités différentes qui vont acheter AOP 162 millions de dollars de tokens qui vont être bloqués pendant 2 ans. Donc ils sont en train de dire ne vous étonnez pas si vous voyez prochainement un certain nombre de transactions, ça correspond à ça et ça nous permet d'avoir plus d'argent pour la trésorerie, pour réaliser un certain nombre de choses. On n'a pas plus d'infos. Est-ce que ça va faire crasher le cours du token? Je ne pense pas, vu que ça va être quand même un déblocage sur 2 ans, mais voilà, ça montre quand même que bah, un jour ou l'autre, ces investisseurs, ils vont vouloir gagner de l'argent et du coup, ils vendront ces tokens. Mais bon, honnêtement, je pense pas que ça va changer le cours de Polygon sur le moyen terme. Ensuite, rapidement, vous connaissez Friendtech, la solution sur Base, sorte de réseau social où on achète des parts dans les influenceurs, dans les créateurs de contenu sur Friendtech. Et ben là, Friendtech a plusieurs clones qui sont en train d'apparaître. On a un clone qui s'appelle Alpha. Il se dit utiliser le réseau Bitcoin, mais honnêtement, ça n'utilise pas vraiment le Bitcoin, ça utilise le Trustless Computer. C'était quelque chose que j'avais étudié à l'époque, mais pour moi, c'est pas réellement du Bitcoin. C'est un peu limite une sidechain à part. Ils disent que c'est Optimistic Rollup, mais bon, bref, ça utilise en fait... Ça se base de près ou de loin sur le Bitcoin. Il y a cette version qui s'appelle Alpha, et il y a une autre version sur Arbitrum qui s'appelle Post.tech, qui semble avoir plus de succès, qui a été lancé depuis un certain temps. Ils ont 1,8 million de dollars de trading sur 24 heures. Tous ces projets, en tout cas Friendtech et Posttech, n'ont toujours pas de token, donc il y a aussi pas mal de gens qui sont en train de farmer l'airdrop possible sur ces projets. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités crypto du jour. J'espère que le contenu vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Je vous dis à demain pour la suite. Au revoir.